bonjour à tous. Bienvenue à cette table ronde consacrée à la question de la santé mentale avec un titre fort. Santé mentale, le mal du siècle, point d'interrogation. Donc ça ne vous a pas échappé, on est un jour un peu particulier, il se passe quelques petites choses un peu partout en France. Donc c'est pour ça qu'on n'est que deux présents physiquement, mais la magie de la visio qu'on a tous l'habitude d'employer va nous aider, parce qu'on aura les 4 autres intervenants qui sont là à distance. On a fait un petit test avant et globalement, ça se passe bien. Ils seront en permanence à l'écran. Donc, quelque part, on a l'impression qu'ils sont vraiment là physiquement. Donc voilà, bon, là, on essuie un peu les plâtres. On espère que tout se passera bien. Mais j'ai envie de dire, je suis confiant. Et on a même fait des tests parce que l'idée, c'est qu'ils puissent répondre à vos questions. Parce qu'effectivement, par rapport aux autres, les autres années, on a un petit peu plus de temps pour nos tables rondes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça durait 1 heure, là, ça dure 1 heure et demie. Donc l'idée, c'est de pouvoir... c'est vrai qu'il y avait souvent des frustrations sur certaines thématiques. Il y avait plein de questions, on n'avait pas le temps de toutes les poser. Moi, je me souviens à la fin de certaines tables rondes, pas mal de gens étaient là pour voir certains intervenants. Donc, cette demi-heure supplémentaire va nous aider effectivement pour vous donner plus la parole. Côté organisation, c'est vrai qu'on vous donne toujours un micro, mais là, ça sera plus indispensable que jamais parce que ça sera le seul moyen pour les intervenants à distance de vous entendre. Donc voilà, il nous fera un peu de discipline parce que si vous intervenez comme ça depuis la salle, même si vous avez une voix qui porte, les personnes ne pourront pas vous entendre. Donc voilà, on se calera, mais ça va également bien se passer. Donc les différents les intervenants, alors je ne sais pas si vous avez vu leur nom, donc vous les voyez apparaître, les 4 à distance. Donc je vous redonne les noms donc, des 5 intervenants. Donc tout d'abord Aude Caria, qui est directrice du Psycom, qui d'ici un instant va nous en dire quelques mots, qui est un organisme public national important d'information, de communication, de formation et de lutte contre la stigmatisation en santé mentale. Donc elle intervient souvent sur ces questions et tout à l'heure, on trouvait ça utile en début de notre table ronde de savoir de quoi exactement on parle. Parce que de temps en temps, sur ce concept de santé mentale, il peut y avoir une confusion avec la psychiatrie. Donc voilà, on mettra quelques repères pour savoir précisément de quoi on parle. Après, second intervenant, Gilbert Angard, maire adjoint délégué d'Albi, donc délégation où il a notamment la question de la santé, aussi des ressources humaines. Et il a également une autre fonction, il est président d'une association d'élus locaux qui s'appelle Élus, Santé publique et Territoire, qui, si je ne dis pas de bêtises... et qui, si je ne dis pas de bêtises, est la seule association qui s'occupe spécifiquement des questions de santé. On voit que les associations s'occupent de plus en plus de ces questions ces dernières années, mais c'est vrai que ESPT, si je ne dis pas de bêtises, comme intitulé, donc entièrement sur la santé et vous nous direz tout à l'heure, de plus en plus vous avez des journées d'études dédiées aux questions de santé mentale. Vous contribuez beaucoup sur la question aussi des contrats locaux de santé mentale, qui sera un sujet dont on abordera durant notre table ronde. Donc voilà, seconde intervenante, troisième intervenante, Marie-Jeanne Richard, vous êtes présidente de l'UNAFAM. Donc l'UNAFAM, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est l'Union nationale des familles et des amis de personnes malades et ou handicapés psychiques. Je lui donne la parole dans 2 secondes pour nous dire un peu plus, avec une implantation territoriale, effectivement, qui travaille régulièrement avec des collectivités et des CCS. Et également Marine Darnaud, directrice exécutive de Paris Santé Campus. Donc avec vous, on fera un petit pas de côté, même si on restera sur notre sujet, parce que vous nous expliquerez ce qu'est Paris Santé Campus. C'est vraiment le santé et le numérique. Vous travaillez autant sur le public que sur le privé également non lucratif, les associations, et de voir que dans certains cas, les outils numériques peuvent
être un outil supplémentaire sur ces questions de santé mentale. Je crois que vous abritez un certain nombre de startups, 80 si je ne dis pas de bêtises, et certaines travaillent spécifiquement sur la santé mentale. Donc voilà, on sera sur un autre registre, mais qui peut être intéressant et surtout qui peut être mal connu d'un certain nombre de personnes dans la salle. Donc, et j'allais oublier, j'allais dire le plus important, mais en plus c'est la seule qui est présente physiquement, Joëlle Martineau, qui est vice-présidente de l'UNCAS, qui elle-même est médecin urgentiste, et qui coordonne un groupe de travail de l'UNCAS sur les questions de santé mentale, et qui est effectivement très présente sur ces questions, sur les tables rondes qu'on a pu organiser lors des précédents congrès. Elle était déjà là. Et donc, effectivement, on nous aidera à faire un retour de ce qui se passe dans les CCS, les besoins. On parlera aussi beaucoup de formation au niveau des CCS, mais également dans les villes. Tout à l'heure, dans la plénière, on parlait du danger de fonctionnement en silo. Et ces questions de santé mentale, ça ne concerne pas que le CCS, ça concerne toute une ville et tous ses services. En premier lieu, le service d'accueil, tout bêtement. Mais c'est important, c'est la première entrée sur la mairie. Donc, Haute-Caria, donc vous allez nous aider un petit peu pour, même si je pense qu'on est face à un public qui connaît le sujet, mais je pense que c'est quand même nécessaire de savoir exactement de quoi on parle. Et vous nous dites quand vous voulez qu'on lance les quelques slides. Je pensais qu'on ne faisait pas un petit tour de table où chacun se présentait Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison et je vous remercie de me le rappeler. Ouais, je suis trop pressé. Je sais que ce n'est pas facile l'animation en hybride. Hein. Il faut être en ubiquité. Et vous avez totalement raison et merci beaucoup. En plus, ça tombe bien que vous soyez la première personne, comme ça vous me le dites. Oui, j'avais insisté pour qu'on ait un petit tour de table pour que chacun se présente. Et voilà, je zappe ce moment. Donc, on va faire un tour d'écran. Donc, je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Haute-Caria, directrice de Psycom. Donc, Psycom, comme on a commencé à le dire, c'est un organisme national d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation qui existe depuis 30 ans maintenant. Nos deux missions principales, c'est donc de proposer une information fiable, accessible et indépendante sur la santé mentale et lutter contre la stigmatisation. Une information fiable, c'est de plus en plus important de savoir où trouver une source d'information de qualité dans le domaine de la santé et dans le domaine de la santé mentale parce que on est débordé par de la surinformation de qualité diverses et variées et plus ou moins sous influence commerciale ou qui peut être aussi charlatanesque ou sectaire. Et on voit de plus en plus se développer ces risques-là. Donc, on a à cœur à Psycom de vraiment proposer une information sur laquelle on peut, à laquelle on peut faire confiance sur la santé mentale, les troubles psychiques, les soins, les dispositifs d'accompagnement, les aides, les parcours et les droits. Et puis, donc, notre mission donc, de lutte contre la stigmatisation, pour ça, on développe des outils pédagogiques pour expliquer la santé mentale à tous les âges de la vie, pour promouvoir les droits des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, pour lutter contre la stigmatisation qui est encore très forte sur ces questions-là. Et donc, ces outils sont disponibles sur notre site internet psycom.org. De même, nos outils d'information, donc qui passent par un site internet très fourni et des brochures, une trentaine de brochures d'information. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail sur la question de la santé mentale, mais on promeut une vision très globale de la santé mentale qui concerne toute la population au sens de l'Organisation mondiale de la santé, et c'est ce que j'aurai le plaisir de vous expliquer dans quelques minutes. Merci. Et vous faites beaucoup de formations vous me disiez aussi, sur des publics de plus en plus divers aussi. Tout à fait, on est très sollicité. On ne pensait pas forcément il y a quelques années, les journalistes notamment. Bien sûr. D'ailleurs, il y a quelques années, même si l'UNCAS s'est impliqué sur les questions de santé mentale depuis longtemps, il y a vraiment un focus beaucoup plus important depuis la crise sanitaire, c'est clair, et dans tous les domaines de la société, ce qui est
ce qui est un bien et ce qui nous fait beaucoup de répondre à beaucoup de demandes de sensibilisation. Mais qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Gilbert Angard, c'est vrai que je vous ai déjà présenté. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelques mots, peut-être sur l'association. Alors, écoutez, donc je suis maire adjoint d'Albi en charge, entre autres, de la santé et conseiller communautaire. Et je suis président de l'association Élus Santé Publique et Territoire, qui est une association qui a été fondée en 2005 par le docteur El Ghazi, qui milite pour la prise en charge de la santé au niveau des collectivités territoriales, avec un focus important sur les inégalités sociales et territoriales en matière de santé. J'étais précédemment directeur d'hôpital et j'ai passé la moitié de ma carrière à m'occuper de santé mentale. Voilà. Et après, on discutera si vous voulez bien. Merci à vous. Marie-Jeanne Richard, donc présidente de l'UNAFAM. Oui. Bonjour à tous. C'est vraiment... Merci d'abord, merci de m'avoir invité à venir dans le cadre des CCAS. C'est très important pour nous. Donc, l'association l'UNAFAM, c'est une association nationale. On a environ aujourd'hui un peu plus de 15 000 familles qui sont adhérentes à cette association. Alors, on a une organisation en délégation départementale, régionale et nationale. Et on tient beaucoup aux délégations départementales parce que notre action a quand même comme objectif d'être au plus près des territoires, au plus près des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est une association qui s'appuie essentiellement sur des bénévoles. On a 1600 bénévoles qui sont répartis sur tout le territoire. Et puis, on est aidé de professionnels avec aujourd'hui 50 équivalents temps plein qui nous aident dans toutes nos missions. Alors, quelles sont les missions que porte l'association? Des missions d'accueil d'abord. Accueil des familles au plus près des territoires, c'est ce que je vous le disais. Entraide, car on croit beaucoup en ce qui nous concerne à la pérédance. Donc là, nous sommes dans le cadre de la pérédance famille. Nous croyons aussi beaucoup à l'importance de l'information et de la formation. Donc nous sommes très impliqués dans des formations d'aidants, mais aussi dans des formations du grand public au travers des programmes de santé mentale. Bien sûr qu'une des gros points qui peut-être celle pour lequel vous nous connaissez le mieux, c'est celle de la défense des intérêts communs des personnes et de leurs aidants, et puis cette lutte contre la stigmatisation dont a parlé tout à l'heure Aude. Alors, nous avons effectivement, si vous voulez en savoir plus, nous avons un site internet, nous avons également des e-learning aujourd'hui qui sont disponibles pour ceux qui en ont besoin. Et nous nous intéressons à toutes les pathologies de troubles psychiques, ce qui représente quand même un nombre de personnes en France très important. Donc la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles obsessionnels compulsifs, les dépressions résistantes, les troubles borderline. Et donc ça n'est pas anecdotique, ces maladies existent. Et donc il est absolument important de pouvoir accompagner leurs aidants. Pour l'année dernière, on a 30 000 personnes qu'on a accompagnées en délégation et 50 000 familles sont venues demander de l'aide, ce qui vous donne une idée de l'importance des besoins. Merci. Merci beaucoup. Marine Darnaud, donc Paris Santé Campus. Alors, j'ai peut-être dit des bêtises, c'est l'occasion de le rectifier. Surtout, je n'ai pas été très complet pour vous présenter. Oui, alors pas de bêtises du tout. Donc Paris Santé Campus, comme son nom ne l'indique pas, est un groupement d'intérêt scientifique public qui intervient sur l'ensemble de la France. Donc en fait, ça aurait pu s'appeler France Santé Campus, mais il se trouve que pour des raisons de développement à l'international, Paris semblait plus attiré qu'un autre nom. Toujours est-il que cela va réunir des acteurs à la fois de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'entrepreneuriat, qui sont donc des acteurs publics. Donc concrètement, dans notre gouvernance, nous allons avoir l'Université Paris Sciences et Lettres, donc Dauphine, l'École normale supérieure, les mines. Et donc concrètement,
par semaine, nous avons à peu près 300 étudiants qui travaillent, qui suivent des cours sur l'intelligence artificielle au sein de Paris Santé Campus, donc qui concrètement est implanté dans le 15e arrondissement à Paris. Nous avons 5 laboratoires de recherche qui vont travailler sur l'imagerie, les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle, la santé numérique et tout ce qui touche à l'éthique et à l'impact sociétal du numérique en santé. Et puis nous avons les grands acteurs publics autour du numérique, c'est-à-dire l'Agence du numérique en santé et le Health Data Hub. Donc ça, ce sont tous les membres qui sont dans la gouvernance, avec évidemment le ministère de la Santé et de la Prévention et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Comme vous le disiez, nous accueillons également le secteur privé, puisque nous avons un hôtel d'entreprise avec 80 startups. Nous avons d'ailleurs organisé la semaine dernière la cérémonie de la seconde promotion de Paris Santé Campus. Et puis, nous avons une trentaine de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, de grandes entreprises, également des grands partenaires. L'objectif étant de créer cette filière de santé numérique de l'amont à l'aval, et le numérique étant un filtre, en fait, une sorte de carottage, nous émargeons sur l'ensemble de la santé, c'est-à-dire autant la prévention que les essais cliniques, les médicaments, l'assurance, l'efficience du système de soins, les établissements médico-sociaux, et donc, par définition, également, la santé mentale. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Aude Caria, que je remercie encore de m'avoir rappelé ce petit tour de table, parce que j'avais noté quelques chiffres. Moi, je trouvais que c'était intéressant. J'ai trouvé ça ça date de début mars, c'est la feuille de route du gouvernement en santé mentale et psychiatrie. Toujours des chiffres quand même assez conséquents. Donc, les personnes touchées par des questions de maladies mentales et de troubles psychiques, c'est 1/5 de la population, soit 13 millions de personnes. Donc, des données de l'OMS. La dépression concernerait entre 15 et 20% de la population, ça c'est l'INSERM, et 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères. Donc ça, Santé publique France, les données. Et un autre chiffre, vous l'avez entendu ce matin, c'est le baromètre de l'ONCAS. Je trouve, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est quand on pose la question aux Français des priorités de l'action sociale, je dis bien de l'action sociale, la chose qui arrive très loin en tête, c'est la santé. Alors, c'est au-delà de ce qui nous réunit là sur la santé mentale, mais c'est vrai que 87% des réponses, et le deuxième, je crois que c'était l'alimentation, c'est 13 points derrière, c'est assez révélateur, parce qu'il y a quelques années, vous traitiez ces questions, mais c'était quand même très secondaire. Et on voit, c'est pas nouveau, on le voit congrès après congrès, mais l'importance de ces questions, là, c'est auprès de la population. Mais je pense que si on faisait un sondage auprès des CCAS en tant que tel, ce serait peut-être pas la même chose, mais on verrait la santé quand même très, très forte. Donc voilà, c'était juste pour souligner ce chiffre. Aude Caria, je vous donne tout de suite la parole et je vous repose la même question. Est-ce que vous voulez qu'on lance tout de suite ou vous voulez dire un petit mot avant les slides? Je vais gérer mes diapos si ça ne vous embête pas. Normalement, je peux partager mon écran. Je ne savais pas que vous pouviez le faire vous-même. Donc, si vous pouvez le faire, c'est parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, par contre, vous voyez, voilà, en plein écran. Voilà, super. Donc, ma tâche n'est pas simple en introduction, c'est d'essayer de décrypter des mots, un champ sémantique qui est complexe. Quand on parle de santé mentale et de psychiatrie, en fait, il y a beaucoup de confusion, on va dire. Et ce qui fait qu'on a du mal à se comprendre. Donc, je pense que c'est important de poser quelques balises sur ces repères sémantiques. Vous citiez en introduction le nombre de personnes qui sont concernées par des troubles psychiatriques en France, estimant à peu près à 3 millions de personnes. Mais en fait, si on parle de santé mentale au sens large, c'est 67 millions de Français et de Françaises qui sont concernés, puisqu'on a toutes et tous une santé mentale.
Donc, ce qui fait qu'on ne parle pas forcément de la même chose quand on parle de santé mentale et de psychiatrie. Alors, nous, au Psychom, on aime bien en fait faire un peu du visuel pour la pédagogie, et donc je vous ai fait une carte à bulles là. Donc, en fonction de l'interlocuteur, de l'interlocutrice, de la personne qui s'exprime, on va avoir deux conceptions très différentes de la santé mentale, c'est-à-dire des conceptions vraiment isolées, c'est-à-dire la santé mentale peut être un équivalent du bien-être, on va dire. Et donc, certaines personnes vont parler de santé mentale, et c'est pour parler de la bonne, entre guillemets, santé mentale, c'est-à-dire la santé mentale positive, le fait de ne pas avoir de problème, en fait. Et d'un autre côté, il y aurait les personnes qui ont des problèmes, qui ont des troubles psychiatriques, qui relèvent de la psychiatrie. Donc, c'est une vision un petit peu dichotomique qui sépare les populations, en fait, en fonction de la présence ou l'absence d'un diagnostic psychiatrique. Donc, la santé mentale comprise comme le bien-être versus les troubles psychiatriques, la mauvaise santé mentale. Alors, ce qu'on voit aussi souvent, et on le voit beaucoup, on l'observe beaucoup dans les discours publics, dans les politiques publiques. Vous parliez des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Souvent, il y a une utilisation en fait du mot santé mentale comme un équivalent de trouble mental ou de psychiatrie. C'est-à-dire que quand on parle de santé, en général, on oublie la santé mentale. Un peu moins maintenant, mais quand même. Et quand on parle de santé mentale, on oublie la santé mentale. C'est-à-dire qu'on pense essentiellement à la psychiatrie. Et donc ça, c'est aussi une source de confusion. C'est-à-dire que la santé mentale étant utilisée comme un euphémisme pour faire moins peur des maladies mentales ou de problèmes de psychiatrie. Et en fait, la vision globale que propose l'OMS, c'est de dire que en fait, la santé mentale, c'est un grand tout, puisque tout le monde a une santé mentale, au même titre qu'on a une santé physique, et qu'à l'intérieur de cette bulle de la santé mentale, en fait, on retrouve les problèmes psy et les soins psy. C'est-à-dire qu'on parle aussi d'un continuum, en fait. Il n'y a pas d'un côté les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et de l'autre, les personnes qui vont bien. En fait, notre santé mentale, c'est quelque chose qui nous définit, qui évolue tout au long de la vie, et avec des hauts et des bas. Et par moments, on arrive à maintenir notre équilibre psychique. À d'autres moments, sous l'influence de différents événements, conditions de vie, etc., notre équilibre psychique est bousculé et peut être bousculé au point que la sévérité atteigne un diagnostic psychiatrique, comme l'a évoqué Marie-Jeanne Richard, différents troubles qui peuvent apparaître. Mais c'est pas inéluctable, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses pour préserver sa santé mentale. Et quand on arrive à un point d'un diagnostic, d'une sévérité, d'un trouble qui perturbe le fonctionnement quotidien, on peut mettre en place tout un ensemble de réponses, d'aides, d'accompagnement pour se rétablir de ce trouble et retrouver une vie satisfaisante. Voilà, et c'est là que effectivement les acteurs et actrices que vous êtes peuvent aussi intervenir dans les parcours de rétablissement des personnes, mais aussi dans l'amont, c'est-à-dire dans la prévention. Donc ça, c'est un premier point important, cette vision globale. Et il y a un autre petit schéma que je souhaitais vous partager et qui est dans une brochure qui, je crois, est mise à disposition dans la salle, qui permet de bien comprendre que justement, la santé mentale, c'est pas que dans la tête, c'est-à-dire que ça ne dépend pas que du fonctionnement de notre cerveau ou de notre patrimoine génétique. Évidemment, c'est un des éléments qui détermine notre santé mentale, mais au-delà des ressources psychologiques et individuelles, de l'estime de soi, de notre santé physique, de notre facilité ou pas à communiquer, à chercher de l'aide, etc. En fait, 2/3 des déterminants de notre santé mentale sont socio-économiques, politiques et sociétaux.
Et ce sont les mêmes déterminants sociaux que la santé, en fait. C'est-à-dire que si je suis en situation de précarité, j'ai plus de risques de voir ma santé mentale perturbée, si je vis dans un environnement bruyant, si je n'ai pas accès à la nature, si je fais 4 heures par jour de transport en commun pour aller travailler, si j'ai pas accès à des soins, à de l'eau, si je vis dans un climat anxiogène, etc. Tout ça, c'est des facteurs qui vont avoir une influence sur notre santé mentale. Donc, c'est pour ça que la réponse sociétale aux questions de santé mentale, en fait, ne peut pas être portée par la seule psychiatrie, ne peut pas être seulement sanitaire. Parce que le sanitaire, le soin, c'est important à un moment si on a vraiment des perturbations importantes de sa santé mentale, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais en fait, quand on intervient sur l'environnement, quand on intervient sur l'ambiance en classe, quand on intervient sur l'accès aux soins, la lutte contre les discriminations, etc., on a un impact sur la santé mentale des individus. Donc, les troubles psychiatriques relèvent beaucoup du soin psychiatrique, mais aussi de l'accompagnement. Mais en fait, le maintien d'une bonne santé mentale, chaque opérateur, chaque institution, organisme, de son point de vue, peut y contribuer. Et donc, du point de vue des CCAS, évidemment, tout ce qui peut être fait va agir aussi sur la santé mentale des individus. Donc souvent, jusqu'à quelques temps, on faisait beaucoup de choses et je me souviens d'échanges qu'on avait pu avoir avec l'UNCAS il y a quelques années. Donc beaucoup de choses qui étaient faites, mais sans forcément avoir la conscience que ça avait un impact sur la santé mentale au final. Donc ce qui a changé, je pense, ces derniers temps, c'est cette prise de conscience collective. Et je pense que M. Angar ne me contredira pas avec la prise de conscience très importante des maires, par exemple, sur le fait que, oui, quand je distribue des paniers repas aux étudiants pendant le confinement, je contribue à améliorer leur santé mentale. Donc, même si ce n'est pas dans les prérogatives de telle ou telle profession, de tel ou tel organisme en tant que tel, le fait d'agir sur les déterminants sociaux, c'est important de comprendre aussi l'impact. Et en miroir, c'est important de voir qu'effectivement, la santé mentale, c'est une problématique transversale. Voilà, je voulais insister surtout sur ça, donc il y a une manière d'ouvrir un peu et de répondre aussi à la question qu'on nous renvoie souvent sur la question de la légitimité. C'est-à-dire, quand on parle de santé mentale, si on fait des sensibilisations, par exemple, au niveau des enseignants, on a développé un kit pédagogique pour parler de santé mentale avec les enfants. Un obstacle, ça va être de dire, mais moi, je suis enseignant, je ne suis pas légitime pour parler de la santé mentale. Sauf que quand on fait de la prévention bucco-dentaire en tant qu'enseignant, on ne se prend pas pour un dentiste. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose pour la santé mentale. Ça devrait être une conversation du quotidien, une banalisation de pouvoir évoquer la santé mentale, de pouvoir comprendre qu'on a toutes et tous une santé mentale et comment on peut en prendre soin, quels sont les signes d'alerte, où s'adresser quand ça ne va pas bien, etc. Et je voulais juste signaler que tout est développé dans la brochure qu'on a réalisée avec le ministère de la Santé, le centre collaborateur de l'OMS, donc qui coordonne les conseils locaux de santé mentale, l'Association des maires de France, avec la contribution aussi de l'UNAFAM et d'autres organismes, et qui vous donne vraiment tous les éléments pour bien comprendre ces enjeux que je viens de vous brosser vraiment à grands traits. Je vous remercie. Attends. Merci beaucoup. Alors, théoriquement, ce guide est à l'entrée. Je n'ai pas pu vérifier tout à l'heure, mais il doit être là. Je confirme, et ce n'est pas pour vous faire plaisir, votre carrière, mais c'est vrai qu'il est très bien fait, très didactique, et c'est pas, ça se lit facilement, et vous expliquez beaucoup de choses. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure, vous êtes adressé un peu à Gilbert Angar sur l'importance. Effectivement, on voit que les villes en prennent de plus en plus conscience, même si on voit qu'il y a encore du travail, mais de dire que les villes elles n'ont pas le levier sur tout, mais sur beaucoup, de par
les politiques publiques, que ce soit le logement, le sport, l'éducation, la culture, par toutes ces questions, ça a un impact, ça fait partie de ces fameux déterminants. Gilbert Angard, je vous donne justement la parole. Peut-être quelques mots sur votre ville. Et j'imagine que vous avez cette vision de la santé qui est assez globale, comme disait Aude Caria. Alors, écoutez, moi, j'ai pris mes fonctions de maire adjoint à cette mandature en 2020 sur une ville qui n'avait pas d'élu à la santé. Et l'objectif était, en accord avec Madame le maire, de développer un service santé dans la vision qui a été décrite par Aude Caria, qui est une vision de l'OMS, qui est un parfait état d'équilibre physique, mental et social. Et la santé mentale s'inscrit dans cette vision large, c'est-à-dire qu'au-delà de la maladie psychique, du handicap psychique, il y a toute la souffrance psychique, et puis la santé mentale, la bonne santé mentale, qui est un équilibre, et par définition, un équilibre, c'est fragile, ça évolue dans le temps, ça doit être consolidé, et la question était de savoir que pouvait faire une ville par rapport à ses concitoyens. Avec un autre point qui est important, parce que je pense que quand on est élu, on a dans l'ADN d'essayer de mieux vivre ensemble dans la ville, donc la réduction des inégalités sociales. Et je crois que cette vision large, qui est transversale dans toutes les politiques, avec cette vision sociale, fait que c'est le fondement de la politique de santé que nous avons voulu mettre en place sur Albi et que un grand nombre d'élus mettent en place aujourd'hui, et qui a fait que nous sommes un groupe d'élus militants pour le développement de cette vision des choses. Alors, moi, ce qui me paraît important, vous me laissez combien? 5 minutes, 10 minutes? Allez, plutôt 5 minutes, surtout qu'on reviendra avec vous par la suite. Peut-être quelques mots sur le conseil local de santé mentale. Voilà. Donc, il s'agit... L'importance de cet outil. Alors, ce n'est pas le seul outil. Le conseil local de santé mentale, il n'y en a pas partout. C'est pour ça que nous avons fait un appel avec les autres associations d'élus, les associations généralistes, pour essayer de développer les conseils locaux de santé mentale au niveau de l'ensemble du territoire, que ce soit dans les communes, les groupements de communes, regroupe l'ensemble des acteurs de la santé mentale. Donc c'est un endroit de concertation où on permet d'avoir la plupart des acteurs qui interviennent sur la ville. Alors, dans les acteurs, il y a évidemment... Qui se connaissent mal en général. Élus, oui, qui se connaissent mal. Le rôle des élus, c'est de faciliter la concertation entre les acteurs pour effectivement donner un meilleur accès aux soins. Alors, par exemple, il y a la police, l'éducation nationale, le secteur social, le secteur médico-social, l'UNAFAM, évidemment, la psychiatrie, évidemment, et les élus des CCAS lorsqu'ils n'ont pas en charge la santé, puisqu'il y a un certain nombre d'élus qui ont la santé et l'action sociale. Moi, je n'ai que la santé, c'est ma collègue qui a les actions sociales, mais on travaille ensemble. Parce que, comme l'a dit Aude, il y a une interconnexion très forte entre le social et la santé mentale. Il faut être bien... le social est un des déterminants fondamentaux de la santé mentale. Alors, nous, en tant qu'élus, nous avons 3 gros leviers d'action qu'on va retrouver dans le CLSM, mais également dans toutes les politiques que porte la ville. C'est d'abord, nous sommes un niveau d'alerte et nous participons à toutes les réunions dites de démocratie sanitaire, que ce soit
le projet territorial de santé mentale, le conseil territorial de santé, la CRSA, la Commission régionale santé et autonomie, où nous pouvons porter un certain nombre de revendications, de soucis qu'ont nos concitoyens que nous rencontrons, soit à travers des associations, soit à travers du conseil local de santé mentale, soit au travers de notre vie de quotidien d'élu, lorsqu'on est dans des maisons de quartier, lorsqu'on participe à des assemblées générales d'associations, ou lorsqu'on est saisi par des concitoyens. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que dans les axes de nos actions, il y a deux axes en fait. Il y a ceux qui touchent à l'environnement des personnes. Alors là, on peut parler de l'urbanisme favorable à la santé, on peut parler de l'habitat, on peut parler de la lutte contre les nuisances sonores, sur la mobilité, sur la prévention des risques industriels, des aléas naturels. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une éco-anxiété qui se développe. Donc là-dessus, les élus, nous avons des rôles à jouer et je répondrai aux questions si la question m'est posée. Et ensuite, nous pouvons agir sur les modes de vie. Alors, un mode de vie qui est important, c'est le lien social. Et là, je pense que les CCAS ont un rôle extrêmement important, notamment par rapport à l'isolement, et et l'accompagnement social, nous avons dû intervenir, par exemple, de façon très importante pendant la canicule de 2022, à travers les porteurs de repas à domicile, à travers les rencontres avec les associations qui s'occupent des personnes âgées, l'activité physique, les mobilités actives, réduire la sédentarité, l'alimentation, l'intervention aussi dans les écoles, qui sont des lieux privilégiés de promotion de la santé, sur les arts et la culture. Et il y a des études aujourd'hui qui montrent que l'art favorise une meilleure santé mentale, et sur la vie citoyenne et la lutte contre l'exclusion sociale à travers la mise en place de budgets participatifs, de conseils citoyens, de concertation ou de mobilisation autour de projets communs. Donc pour moi, la santé mentale, c'est une approche consolidée de l'ensemble des politiques de la ville, alors à travers le CLSM, mais il y a aussi le contrat local de santé, qui a un volet santé mentale. Ça peut être aussi les contrats villes, les ateliers santé-ville, les programmes de réussite éducative, etc. Voilà, j'ai essayé d'être très court pour répondre aux questions. Merci, et je pense qu'il y en aura un certain nombre. Merci Gilbert Angard. Peut-être juste comme vous disiez, c'est un outil intéressant, mais ce n'est pas le seul. Mais c'est vrai qu'il est à l'initiative des collectivités par rapport à d'autres dispositifs qui peuvent être qui relèvent plus de l'État. Dernier chiffre, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 280 conseils locaux santé mentale qui existent à ce jour. C'est vrai qu'il y a eu des progrès en quelques années, mais il y a une estimation, je crois, de 800 pour avoir une couverture globale du territoire. Donc on voit qu'il y a encore du travail à faire. Et la question aussi des plus petites collectivités, des petites communes. Je pense que des contrats locaux de santé mentale à l'échelle intercommunale, ça doit exister. Bon, je crois qu'il n'y a pas de statistiques à ce jour, mais il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que cette échelle intercommunale ne serait pas la bonne échelle pour les territoires ruraux? Gilbert Angard, vous me disiez que prochainement, vous devez travailler avec l'association des maires ruraux, justement pour dire comment traiter ces questions dans des territoires effectivement ruraux. Est-ce que c'est l'intercommunalité? Est-ce que c'est une autre façon? Mais c'est vrai que ces territoires sont également concernés. Je passe la parole Effectivement. Oui, je vous en prie, si vous vouliez réagir. Il y a des problèmes de santé mentale dans le milieu rural importants. Et en fait, les regroupements de communes à travers les EPCI est pour nous une bonne solution. D'ailleurs, il y a déjà des contrats locaux, des conseils locaux de santé mentale intercommunaux. Oui, on voit qu'au fil du temps, ces CLS il y a une part intercommunale de plus en plus importante. Donc, ça montre que des fois, l'échelle du bassin de vie est intéressante pour gérer ces questions.
Joël Martineau, on ne vous a pas encore entendu, alors on est frustrés. Et donc, on a beaucoup parlé des CCAS depuis le début, mais peut-être concrètement sur ces questions de santé mentale, parce qu'on l'a beaucoup vu avec la crise sanitaire, hein, qu'un type de public que le CCAS vous voyez moins ont été plus importants durant la crise, et ça continue. Donc, il se pose aussi des questions de formation, de comment accueillir ce public, l'orienter, parce que des fois, c'est de savoir vers qui le porter. Bon, ce dont on a parlé, ça les aide, mais il faut des actions aussi spécifiques vis-à-vis d'eux. Oui, bien sûr, les intervenants présents remplissent toute leur part dans cette mission que nous nous sommes donnée. Moi, je reviens à la commission sur la santé mentale à laquelle beaucoup de CCAS ont participé. Et je pense que les uns et les autres vont se retrouver. Bon, on repose la question. Hein, la situation, c'est 84% des Français interrogés constatent que la santé doit être une priorité. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de différent entre la santé et la santé mentale. La santé mentale fait partie de la santé. Quelqu'un qui est atteint de santé mentale ou de troubles mentaux peut avoir des troubles de santé. Il ne faut jamais l'oublier, d'ailleurs, et pas se dire, oui, c'est sa énième crise et on passe à côté de quelque chose. Et quelqu'un qui a des troubles de santé peut présenter à la fin des troubles de santé mentale ou tomber dans la maladie mentale. Donc, on voit globalement les choses. Ce que j'ai entendu parmi les CCAS, et où je me retrouve tout à fait, moi, avec le versant, un pied dans le social et l'autre pied dans la médecine généraliste et d'urgence, c'est des patients qui n'ont pas forcément l'ouverture de leurs droits de base. Tout simplement, parfois la LD, parfois tout simplement la CMU ou la CS, et qui se retrouvent face à vous avec une impossibilité d'avoir des soins, parce qu'ils vont vous dire que ça coûte trop cher. On a fait un grand pas avec la consultation de psychologie prise en charge pour une partie. Il va falloir encore aller plus loin. Mais il y a aussi la consultation du psychiatre qui reste quand même encore compliquée quand un patient n'a pas de mutuelle. Et puis, il y a ces patients qui ne savent pas forcément vers qui se tourner. Il faut tout simplement accéder à un médecin. Déjà, un médecin généraliste, c'est difficile à trouver. Un psychiatre, c'est encore plus difficile. Et donc, vous avez des personnes qui sont en souffrance et qui n'ont pas la possibilité du recours. Ils ont besoin d'être écoutés. Parfois, l'empathie du personnel, de la personne qui va être en face d'eux, va calmer, va les soulager, va leur redonner un petit peu confiance et va leur redonner de la force. Ils ont besoin d'être orientés, ils ont besoin d'être soignés et ils ont besoin d'être accompagnés vers le soin, mais aussi tout simplement dans le domaine du social, et on l'a dit, que ce soit l'accès au droit, que ce soit le logement, que ce soit le lien social. Les aidants, c'est un sujet dont on s'est tous emparés et dont on est tous conscients. Combien de conjoints arrivent au CCAS ou arrivent au 15 en étant désespérés, en larmes, ne sachant plus vers quel sein se vouer, en étant épuisés et en étant complètement désemparés. Combien de mamans appellent, et là je les ai aussi au 15, en larmes parce que leur enfant disjoncte pour la 1e fois, qui ne savent pas vers quel médecin s'adresser, qu'ils ont bien des médecins qui les écoutent, mais il n'y a pas la suite, qui n'arrivent pas à les faire hospitaliser. S'ils passent aux urgences, ça reste 2 ou 3 heures et ils ressortent et elles gardent le problème. Et ça peut être explosif. Et ça peut conduire soit à des suicides, soit à des drames, comme ceux qu'on a régulièrement dans la presse, qui me fendent le cœur. Parce que quand un enfant tue quelqu'un, ça n'est pas normal. C'est que l'enfant est en souffrance, qu'on n'a pas vu. Je ne lance absolument pas la pierre, ni vers les uns, ni vers les autres. Mais c'est des drames. C'est une institutrice qui est tuée, sa famille qui est démolie, la famille de l'enfant qui est démolie et le gosse qui va finir sa vie en prison ou enfermé, alors que peut-être on aurait pu agir avant. Et donc, c'est parents qui appellent, mais on n'a pas toujours la solution. Ensuite, il y a ces aidants qui ont besoin de répit.
Alors, bien sûr, l'UNAFAM, entre autres, et d'autres structures savent très bien faire et ils sont indispensables sur nos territoires. Les agents, ils ont besoin de savoir comment se comporter devant quelqu'un qui va disjoncter parce qu'il se présente pour la énième fois. À un guichet, on lui dit qu'on ne peut pas avoir la solution, que ce n'est pas le bon guichet, qu'il n'a pas le bon papier, qu'on a perdu son dossier ou que finalement, ce n'est pas la bonne porte et qu'on n'a pas la solution. Et ça va aller de plus en plus. On vit dans une situation de crise où, vous le savez, les publics que l'on a maintenant n'étaient pas ceux d'hier. C'est beaucoup plus large. C'est quel que soit l'âge et c'est quelles que soient les situations. Normalement, le handicap, jusqu'à présent, il ne venait pas spécialement frapper à notre porte. Il était accompagné par d'autres structures. Maintenant, ça a complètement débordé. Puis c'est monsieur et madame tout le monde qui va disjoncter parce qu'il a perdu son emploi, qu'on lui demande son bulletin d'impôt de l'année dernière qui allait bien et qui, aujourd'hui, se retrouve avec 0 € dans sa poche. Mais par rapport justement aux agents, est-ce qu'il faut des formations, une sensibilisation ? Donc les agents, ils doivent être formés. Ils doivent être formés pour gérer la crise, pour la prévenir, pour repérer la petite mamie qui va venir en disant qu'elle ne va pas très bien et puis qui va se suicider le jour d'après parce qu'elle était trop seule. Il faut qu'ils apprennent. Ils ont sur le dos quelque chose d'énorme parce qu'ils se retrouvent avec des problèmes face à eux, ces agents dont ils n'ont pas toutes les clés de solution. Et parfois, pas forcément le contact téléphonique, par mail, puisque c'est à la mode maintenant, pour régler le problème. Il faut que ces agents sachent vers qui adresser la personne. Il faut que ces agents, bien sûr, sachent prévenir. Il faut que ces agents savent se protéger pour éviter un déclenchement de crise. Et tout ça, c'est avec les équipes de psychiatrie sur certains territoires, quelque chose qui fonctionne. On apprend les premiers secours de prévention du suicide, mais aussi les premiers secours de prévention d'une situation de disjonctage. Donc c'est tout ça qui doit être pris en charge. Je vous interromps juste. Vous me disiez quand même que vous sentiez depuis la crise sanitaire que les questions est beaucoup plus prises en compte et notamment les formations se développent. Alors, il y a encore énormément de besoins, mais vous sentez une amélioration. Je parle des CCAS. Hein. Oui, il y a une amélioration. Il y a une amélioration sans aucun doute sur les territoires où il y a eu des conseils locaux de santé mentale qui se sont mis en place parce qu'ils permettent que les acteurs se connaissent tous, les professionnels de santé et les professionnels du social, que les uns et les autres aient les clés pour se contacter, qu'il y ait des ateliers. Anthony a mis des ateliers d'accompagnement pour la formation des agents, a mis des ateliers pour l'orientation des enfants en santé mentale. Mais je donne cet exemple, mais il y en a plein. Il y a plein de territoires qui ont mis des exemples comme ça. Et je voudrais juste parler d'un dernier point, sur qui est la le médecin. Juste un mot sur les formations, parce que je ne sais pas si c'est un cas unique ou pas, au niveau des UD, l'UD du Nord, des CCAS du Nord, qui avait conventionné avec le CREPSI, qui est un centre de ressources, pour justement des sensibilisations, des formations des agents des CCAS. Et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir opté pour cette échelle départementale. Je ne sais pas si ça a fait école, s'il y a d'autres exemples de ce type, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je crois qu'il y avait des échanges en plus après entre CCAS. Ce n'était pas une initiative isolée. Oui, il faut reprendre ce genre d'exemple parce que ça peut être reproductible facilement. Vous prenez les acteurs du territoire qui sont sur votre territoire, qui peuvent accompagner ça. Ceux-là, qui sont bien sûr les associations présentes, qui sont les psychiatres et les CMP et les services de psychiatrie, qui sont les associations. Et les uns et les autres se montent ensemble et coordonnent ensemble. Je voudrais juste redire quelque chose aussi qui me paraissait fondamental. C'est quand on participe à un CLS, un conseil local de santé mentale, il ne faut pas que ce soit que les acteurs de tête de pont qui échangent entre eux, qui vont construire des solutions. Il faut absolument, dans chaque CCAS, que l'information redescende à tous les agents. Et bien sûr, au niveau d'une commune, à tout, en particulier aux agents qui reçoivent du public, même au-delà des services sociaux. C'est-à-dire qu'il faut que chaque agent soit en connaissance de ses recours, de ce qui existe,
accessible à une formation, accessible à la connaissance vers quel interlocuteur. Et je voulais juste rajouter cela, puisque moi j'ai aussi le pied dans la santé. Il faut que les professionnels de santé vous connaissent tout ce qui se passe. C'est-à-dire que les professionnels de santé ils doivent partir en dehors de la sphère psychiatrique. Le médecin généraliste, s'il se retrouve sans vous connaître, il est aussi largué que vous sur le volet social. Donc il faut absolument, à travers ces conseils locaux de santé, conseils locaux de santé mentale, que vous vous retrouviez avec les acteurs de votre territoire. Vous avez ces associations présentes qui savent décliner, qui savent venir vous faire des formations, qui savent venir vous accompagner, et puis j'irai plus loin, qui savent venir vous écouter. À Nice, j'avais mis en place, avec l'équipe mobile de psychiatrie, des temps, une fois par semaine, 2 heures le vendredi, avec les travailleurs sociaux de mon accueil de jour, qui venaient échanger, qui venaient parler de cas. Donc, en discussion pluridisciplinaire, c'est tellement plus facile de régler les problèmes. Et puis, ça permettait aussi aux agents de baisser d'une pression qu'ils ont au fil des jours. Pression morale, pression de déprime, pression de stress. Et donc, c'est aussi une expérience à reprendre. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Marie-Jeanne Richard, je ne sais pas si vous avez déjà des questions, des réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre. On peut prendre 1 ou 2 questions. Je regarde, n'hésitez pas, on vous passera un micro. Oui, madame, est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous donner un micro? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est important pour que nos amis à distance vous entendent. Non? Il n'y a pas de... Ok. Donc, il y avait monsieur ici et monsieur là-bas. Bon, on commence là, on ne vous oublie pas, promis. Question, une remarque courte, si c'est possible. Oui, c'est pour aller dans le sens de ce que vous indiquez. Laurent Michon, moi je suis président de l'Union départementale des CCAS du Rhône et de la métropole de Lyon. Et nous avons conventionné avec l'Institut régional Jean Bergeret, qui est sur la métropole de Lyon. Et nous avons proposé aux agents des CCAS du territoire une formation premier secours en santé mentale. Et ça rejoint bien ce que vous indiquez là. Et l'association Santé Mentale France, voilà, vous avez des antennes sur l'ensemble du territoire. Vous pouvez vous rapprocher d'eux aussi. Ils ont des formateurs et c'est une formation qui vous donne même un diplôme. Vous êtes secouriste en santé mentale. Et c'était vraiment une demande, et vous l'avez bien dit tous ici, les intervenants, sur les difficultés aujourd'hui. Les publics que l'on reçoit sont de plus en plus en souffrance. Et parfois, comment réagir face à des situations, à des comportements. Et cette formation a, je crois, été très appréciée. C'est pour ça qu'on va la reproposer l'année prochaine. On va essayer de faire une session par an. Mais voilà, c'est un des moyens aussi. Et vous l'avez bien dit, repérer sur vos territoires les associations, les hôpitaux psychiatriques qui sont sur vos territoires, se mettre en lien avec eux, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer pour vous accompagner et accompagner vos agents. Et l'échelle départementale de l'UD est intéressante. Exactement. Pour aller en plus après, exactement. Et un travail a posteriori peut-être entre CCS. Le rôle de l'UD, il est là pour ça, c'est repérer et faire redescendre l'information et proposer ensuite au CCAS des formations, des actions, des sensibilisations, des informations. Merci. Merci. Il y avait une autre question. Madame, oui. Vous voyez la dame qui lève la main. Moi, je vais être assez brève. Il y a deux points que je voudrais soulever. C'est le désarroi dans les écoles, en particulier dans les écoles maternelles. Moi, j'ai été enseignante avant d'être élue. Je siège dans des conseils d'école où les enseignants sont démunis, nous demandent des salles pour isoler les enfants qu'ils ne peuvent plus contenir. Et je me demande vraiment si aujourd'hui l'éducation nationale est à la hauteur des formations pour les enseignants. Et le deuxième volet qui nous préoccupe aussi dans notre ville, c'est les personnes à la rue, sans qu'on sache réellement s'ils avaient des troubles qui ont fait qu'aujourd'hui ils sont à la rue, ou si
depuis qu'ils sont à la rue, ils développent ces troubles plus qui, nous, dans le cadre des maraudes, nous posent des problèmes. Et même dans les foyers d'accueil d'urgence, les personnes responsables nous disent qu'ils sont vraiment en très grande difficulté. Alors, merci, c'est vrai que la rue est un amplificateur, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Une réaction, et peut-être oui. Aude Caria qui avait parlé tout à l'heure des enseignants. Très vite, alors pour la rue, parce que ça je m'y suis complètement impliquée quand j'étais adjointe. Ce que vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui se retrouvent à la rue parce qu'elles ont des troubles psychiatriques, des jeunes schizophrènes ou des personnes âgées qui perdent la tête alors qu'elles ont un relais, une maison et des revenus ou une famille. Il faut les repérer. La deuxième chose, c'est ces personnes qui sont à la rue, qui vont développer une maladie mentale. N'importe qui va dans la rue au bout de 4-5 jours, je peux vous dire qu'on commence à être un petit peu déphasé et qu'on va plus très bien. Et donc, il existe les équipes mobiles de psychiatrie, j'en fais chaque fois la promotion, je vous en ai déjà parlé. Les équipes mobiles de psychiatrie et précarité, c'est des médecins et des infirmières psychiatriques qui tournent sur vos repérages ou avec les associations. Et je vous assure que moi, j'ai fait des miracles avec les travailleurs sociaux qui les repéraient, qui sentaient que ça n'allait pas très bien, ou elles venaient également faire des permanences ou à l'accueil de jour, ou à l'accueil de nuit, ou avec les maraudes. Et on a réglé bien des situations de personnes très, très dégradées qu'il fallait réapprivoiser, qui reprendre en charge, et avec les équipes mobiles de psychiatrie qui savent faire, on a réussi à mettre des personnes dans le soin et pas les guérir, mais les stabiliser. On a réussi à remettre des personnes qui étaient cherchées par leur famille du Nord alors qu'elles étaient à Nice et les renvoyer et les remettre dans le parcours du soin, ou tout simplement accompagner des personnes en souffrance. Moi, je prône beaucoup pour les équipes mobiles de psychiatrie, précarité, pour vous accompagner. Il faut vous les demander auprès de vos ARS. Aude Caria, sur le monde enseignant, est-ce que vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Merci de me redonner la parole. Effectivement, on a une expérience au Psycom d'intervention auprès d'enseignants et de classes de primaire, puisque comme je l'évoquais, on a développé un outil de médiation en fait pour permettre aux adultes qui accompagnent les enfants, que ce soit à l'école, dans des centres de loisirs ou dans des médiathèques, de pouvoir ouvrir des espaces de dialogue autour de la santé mentale. Et on se rend compte qu'il y a effectivement une forte demande, une forte attente, ce sentiment de se sentir démuni par rapport à des problèmes. Donc, ces outils de médiation, je trouve, sont intéressants parce que là, on parle beaucoup de situations de crise et d'urgence qui sont prégnantes, et c'est ce qu'on voit d'abord. Et c'est vrai que l'augmentation du nombre de personnes qui vont mal est arrivée sur un système de soins qui était déjà débordé. Je veux dire, la crise de la psychiatrie a été... Enfin, du système de soins psychiatriques, elle existait avant la crise du Covid. Donc, ça n'a fait qu'amplifier les choses. J'ai envie de dire, raison de plus pour travailler en partenariat, comme ça a été évoqué, et bien en amont. C'est-à-dire que aider les enfants, c'est évidemment trouver des solutions quand ça déborde, mais c'est aussi prévenir. Et prévenir, c'est ce qu'on prône aussi, c'est-à-dire c'est développer une véritable culture de la santé mentale, de l'éducation à la santé mentale à tous les âges de la vie, à tous les niveaux de la société. Ça, c'est une réponse de moyen terme. C'est un engagement sur une génération, en fait, de comprendre, de casser le tabou sur la question de la santé mentale et de comprendre que chaque citoyen, chaque citoyenne est concerné et peut contribuer à la santé mentale des autres. Mais là, on fait face un peu à une situation où il y a à la fois de l'urgence, donc on cherche des réponses en urgence, mais la réponse, elle est aussi une réponse de fond, de pédagogie, d'éducation, d'ouverture de la parole sur ces questions-là. Merci. Marie-Jeanne Richard, excusez-moi. Peut-être quelques mots, votre travail avec les CCAS quand il existe, et peut-être revenir aussi sur ce fameux conseil local de santé mentale dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure.
quand on avait échangé ensemble, vous avez employé une image que je trouvais belle, c'est de dire, au-delà d'être un outil sanitaire, médico-social, bon, la palette est large, mais vous me disiez peut-être qu'avant tout, son importance, c'est d'être un outil de citoyenneté pour les personnes. Oui, je trouve que donner ce rôle au Conseil local de santé mentale, ce rôle de citoyenneté, c'est replacer la personne comme citoyen. C'est-à-dire, elle n'est pas un malade, elle est d'abord un citoyen. Et c'est vrai qu'on parle, là, on a beaucoup parlé de santé mentale. Je ne pense pas que ce soit réellement le mal du siècle, mais avec la crise sanitaire, on a réellement pris conscience qu'on en avait une, qu'on pouvait la perdre, et qu'en plus, on était à un moment de l'histoire où la psychiatrie, globalement, et les soignants étaient eux-mêmes en difficulté et ne pouvaient pas répondre finalement à l'émergence de tous les besoins. Alors moi, ce que je voudrais dire en plus par rapport aux conseils locaux de santé mentale, c'est que c'est des lieux dans lesquels il y a des personnes directement concernées, avec des élus, avec des familles, avec des acteurs locaux, des acteurs du soin, des acteurs de l'accompagnement. Et je veux vraiment insister sur un point, c'est que les personnes qui vivent avec des troubles psychiques ont du mal à exprimer leurs besoins. Et donc, pour vous, c'est difficile dans les CCAS parce que ça veut dire qu'il faut du temps pour écouter et pour pouvoir entendre et décrypter les besoins de la personne. Or, ça a été dit tout à l'heure par le docteur Martineau, hein, il y a des besoins en santé qui sont pas que des besoins en santé mentale, ça peut vraiment être des besoins plus globaux de santé. N'oublions pas qu'il y a 10 à 20 années de moins de vie pour les personnes qui vivent avec des troubles psychiques et bien plus encore le nombre d'années de vie en bonne santé. Donc, elles ont besoin de soins, elles ont besoin d'accéder à leurs droits. Donc, comment elles arrivent à vous le dire, comment elles arrivent à demander finalement le chemin pour accéder à ces droits. Et quand elles perdent leurs droits, eh bien, effectivement, c'est des moments de grand stress, c'est des moments de détresse, c'est des moments de précarité et c'est des moments qui conduisent à la rue. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand on vit à la rue, on n'a jamais une bonne santé mentale. Il ne faut pas longtemps pour tomber. Donc, importance pour elles d'accéder à leurs droits et d'être aidées dans cet accès à leurs droits. Besoin d'accompagnement, et là, on est vraiment en grosse difficulté encore aujourd'hui parce qu'il y a un manque crucial d'accompagnement, un manque vraiment important de logements accompagnés. Hein, donc, les familles, on a fait un baromètre, 30% des familles vivent avec leurs proches qui a des troubles psychiques sévères, faute d'accompagnement, faute de lieux dans lequel la personne peut vivre. Donc, des difficultés dans le logement accompagné, des très grosses difficultés dans l'emploi. Beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiques ne se retrouvent pas en emploi. Et il ne suffit pas de trouver un emploi, il faut également se maintenir dans l'emploi. Donc, toute l'importance de cet accompagnement. Et là, on retrouve tout ce que l'on a dit tout à l'heure, l'importance de la déstigmatisation, c'est-à-dire qu'un employeur n'ouvre pas la porte de manière très facile à une personne qui sort d'un hôpital psychiatrique. Hein. Il ne faut absolument pas rêver. Je crois que ça, c'est aussi des points importants. Travailler sur cette déstigmatisation pour permettre aux personnes, finalement, d'être les citoyens dont on a parlé tout à l'heure. Le rôle de ce conseil local de santé mentale, c'est bien de replacer la personne comme citoyen. Je voudrais quand même avoir le temps de dire aussi l'importance du lien social. Donc, au travers de la crise sanitaire, on a vu que lorsqu'on n'avait plus de lien social, eh bien, on déprimait, on n'était pas bien, vivre entre quatre murs, ça n'est pas drôle, ça n'est pas être participant dans cette société. Donc, l'importance pour les personnes qui ont des troubles psychiques de trouver ces lieux qui leur permettent de maintenir du lien social. Ouverture des bibliothèques, ouverture des centres de sport, ouverture de tout ce qui va leur permettre finalement de trouver des lieux, parfois des tout petits lieux, mais quand même des lieux de lien social. Et puis, on est une association qui s'occupe des aidants.
Donc, je trouve qu'il est quand même important ici de vous dire l'importance de maintenir les aidants en bonne santé physique et en bonne santé mentale. Et comme les personnes qui vivent avec des troubles psychiques, elles s'auto-stigmatisent elles-mêmes et elles auront énormément de mal également à exprimer leurs besoins. Elles se sentent coupables de ce qui arrive et quand elles ne se sentent pas, il y a quand même un certain nombre de personnes qui leur disent que peut-être c'est un peu de leur faute, donc cette espèce de culpabilité qui est sur leurs épaules et qui va leur faire qu'elles vont très difficilement exprimer les besoins. Et donc, vous avez, et vous le savez, vous qui êtes dans les CCAS, hein, l'importance d'apporter des réponses parfois en même temps à la personne qui a les troubles psychiques et à son aidant. Et d'autant plus quand cet aidant vieillit, est lui-même en perte d'autonomie, est inquiet pour sa propre santé, est inquiet pour la personne qui vit avec lui. Et vraiment, la situation, elle est difficile aujourd'hui, hein, donc ça a été dit tout à l'heure, elle est difficile parce que la psychiatrie, en termes de santé, en termes de soins, est vraiment en difficulté, avec des accès dans les CMP très compliqués, et en particulier pour les jeunes, en particulier pour les enfants. Donc, ça crée effectivement beaucoup de difficultés. Et puis, n'oublions pas que les acteurs du médico-social et du social sont également eux-mêmes en difficulté. Ce qui crée finalement beaucoup de problèmes sur lesquels vous êtes interpellés et où nous, effectivement, en tant qu'association de famille, on est interpellés dans un contexte qui est pas très joyeux, mais dans lequel il y a quand même quelques points comme ça d'espérance et sur lesquels il faut travailler. Quelques mots peut-être aussi sur le programme Premier Secours en santé mentale. Eh bien, oui, alors c'est bien. Plusieurs acteurs dans l'UNIFAM. Voilà, c'est vraiment l'occasion de le dire, c'est-à-dire que déstigmatiser, ça implique de former, ça implique de donner les clés, ça implique effectivement d'aider les personnes à reconnaître, à répondre et à guider. Donc, avec Santé Mentale France et avec l'INFIP, donc, il a été créé l'association Premier Secours en santé mentale en France. Donc, cette association a pour mission de développer ces programmes de premier secours en santé mentale sur toute la France. Donc, c'est un programme qui est né en Australie en 2001, qui s'est beaucoup développé d'abord dans les pays anglo-saxons et puis qui est arrivé en France. Donc, de mémoire, ça doit faire déjà 4 ou 5 ans. Donc, en Australie, il y a dans le monde, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont aujourd'hui formées. Donc, c'est important parce que c'est un moyen de déstigmatiser, c'est un moyen de faire connaître et puis c'est un moyen en même temps de former le plus grand nombre possible à cette importance de la santé mentale, à reconnaître les troubles et puis à dire, n'oublions jamais, qu'une maladie se soigne et que quand elle se soigne, elle permet finalement d'accéder à cette citoyenneté qu'on porte tellement dans les conseils locaux de santé mentale. Merci Marine Darnaud. Alors, peut-être une réaction sur ce que vous avez entendu depuis le début de cette table ronde et nous dire, parce qu'on parle beaucoup d'outils, on se rend compte qu'il y en a un certain nombre, mais avant tout, au-delà des outils, on sent qu'il y a un besoin de coordination, de gens qui se connaissent des fois, qui ne sont pas habitués à travailler ensemble. Est-ce que justement, c'est là où le numérique peut apporter quelque chose ? C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup abordé depuis le début, voire pas du tout. Justement, est-ce que c'est une brique qui peut venir nous aider sur ces questions ? Alors, je vais répondre avec beaucoup d'humilité parce que je vous ai écouté toutes et tous depuis le début et ce que vous dites, c'est à la fois le caractère essentiel de l'écoute et de la relation humaine face à la souffrance psychique, c'est l'urgence de la réponse par rapport à un problème qui existait mais qui a été encore majoré par rapport à la crise sanitaire que nous avons connue, et c'est l'importance de l'ancrage dans les territoires. Et ce n'est pas tout à fait un hasard que ce sujet soit abordé dans le cadre de ce congrès. Une fois qu'on a dit ça, en fait, vous dites, est-ce que finalement le digital, c'est une brique ? Alors, au risque peut-être d'être un peu abrupte, en fait,
nous sommes face à une révolution, à une transformation systémique. C'est-à-dire que dans même pas 5 ans, en réalité, tout notre rapport à la santé va être complètement transformé dans la relation aux usagers, dans la relation aux professionnels de santé, dans la collecte des données. C'est vraiment une révolution comme on a connu avec l'écriture, et si vous voulez, la transcription de l'information, comme avec la création de l'imprimerie, la diffusion de la connaissance. La révolution numérique, c'est la création de l'intelligence artificielle, c'est la démultiplication de l'intelligence humaine, c'est la transformation dans tous les usages. Et ça, je pense qu'on en est toutes et tous très loin. Parce que même nous, en fait, on a du mal à prendre conscience du vertige que ça représente. Une fois qu'on a parlé de vertige, en réalité, c'est une opportunité incroyable, notamment sur les sujets de santé mentale. Alors, plusieurs choses. Par rapport à Paris Santé Campus, et vous voyez, je vous l'ai présenté rapidement, en réalité, Paris Santé Campus n'a qu'1 an. Donc, vous voyez aussi le phénomène d'accélération qu'on a connu, c'est-à-dire qu'en 1 an, il y a un tel besoin qu'on a rassemblé ce qui ne s'était jamais fait, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Santé, qui évidemment travaillaient en s'écoutant, mais qui n'avaient jamais travaillé ensemble dans un même lieu. Et en même pas 1 an, nous avons rassemblé 1500 personnes sur site et tous les acteurs que je vous ai donnés, publics et privés. C'est vous dire, c'est pas seulement de l'appétence, c'est le besoin, la cristallisation qui est en train de se former. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous? Je vous donne quelques clés parce qu'encore une fois, pour nous, le digital... Et un exemple ou deux, si vous avez? Bien sûr, exactement. Ce sont des solutions que vous pouvez utiliser. Premier élément, en termes de référence, et pardon, je vais parler un peu vite, mais c'est pour vous placer le maximum de choses. Mais typiquement, nous avons un programme qui s'appelle Impact, qui travaille spécifiquement sur la santé mentale et qui va, comment dire, identifier, sélectionner et accompagner les startups qui travaillent sur la prise en charge, donc on est uniquement santé mentale, sur la prise en charge, le suivi et tout l'accompagnement extra-hospitalier. Ça, alors évidemment, il y a des acteurs comme Paris Santé Campus, mais vous avez d'autres acteurs qui sont d'ailleurs également hébergés à Paris Santé Campus. Ça va être Janssen, donc vous voyez un groupement pharmaceutique, ça va être France Biotech, une association dédiée. Et puis vous avez également par exemple ARIS qui est l'association recherche des industries de santé, donc qui travaille sur l'innovation. Donc ça, c'est spécifiquement sur la santé mentale. Mais vous l'avez dit, vous avez parlé de coordination. Et vous avez été par ailleurs plusieurs à citer le fait que, en réalité, la santé mentale, c'est la question de la santé de façon générale. Comment est-ce que le digital peut vous aider? Eh bien, tout simplement dans un meilleur accès aux soins. À travers Doctolib, à travers Medadom, à travers Care. Et quand je cite ces acteurs, en fait, ce sont des acteurs qui sont à PSC. Donc, il y en a d'autres. Je vous cite ceux que je connais plus particulièrement. Eh bien, tous ces acteurs-là vont vous permettre d'accéder en un clic à une téléconsultation. Je prends mon téléphone. Eh bien, désormais, simplement en me positionnant face à mon téléphone et en utilisant des outils comme eVirtual ou comme Care, je peux calculer ma fréquence cardiaque, ma fréquence respiratoire, mon niveau de stress, c'est-à-dire des constantes en termes de données de santé, et les transcrire de ce fait directement au médecin. Là, j'étais côté usager, mais je peux passer côté professionnel de santé. Nous avons un certain nombre de startups qui accompagnent les professionnels de santé, soit dans des formations. Vous avez été plusieurs à citer le besoin de formation. Donc, tout ça qui peut se faire évidemment en ligne ou pour certains en 3D. Et puis, vous avez aussi toute l'organisation, typiquement travailler sur des plannings. Aujourd'hui, vous avez des professionnels de santé qui passent une partie de leur temps en temps administratif, ce temps qui pourrait être économisé au profit justement des patients en confiant tous ces sujets-là à l'intelligence artificielle, la machine, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment un apport très significatif du digital pour finalement accompagner la santé et pour l'améliorer au bénéfice des patients, des professionnels de santé, des familles, donc dans l'ensemble de l'écosystème. Merci, merci beaucoup.
Il nous reste un petit peu de temps pour des questions, des réactions. Je vois monsieur là-bas. Oui. Et en plus, on avait beaucoup parlé l'an dernier. C'est vrai qu'on voit que c'est un des besoins. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si c'est une question, si c'est une remarque, mais... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis de la Martinique, M. Gaudésir, de la Martinique. Et je suis très inquiet pour la Martinique. Je vous ai écouté, madame, je ne veux pas retenir votre nom, mais votre prénom, c'est Aude. Aude Caria, oui. Oui, je vous ai écouté avec une situation alarmante, mais si vous saviez que c'est quand même beaucoup plus critique à la Martinique, et je reviens sur ce que le président a dit ce matin, que 71% des gens en métropole ne savent pas ce qui se passe en Outre-mer. Mais je vous assure que de toute façon, notre situation en matière psychiatrique est 2 fois plus inquiétante qu'en métropole. Et quand je vous ai écouté, j'avais l'impression que vous n'aviez pas de solution. Alors ça veut dire que nous, on est dans une situation qui m'inquiète, mais énormément, parce que la situation est quand même très gravissime chez nous. Moi, je parle de la Martinique, mais c'est dans les Outre-mer. Et par exemple, pour que quelqu'un normal qui a un problème psychiatrique, pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre, il lui faut plus d'1 an. Alors donc, pour le faire en urgence et trouver un urgence, alors que nous avons beaucoup de gens qui sont en détresse, vous vous rendez compte, ce n'est pas avec un clic et Madame Darmenot qu'on va y arriver, non. Nous sommes très loin et c'est pour ça que je suis venu ici dans cette conférence. C'est vraiment pour connaître vraiment la situation. Et je ne veux pas vous poser de questions, je fais que vous le dire, oui, que la situation, pour présenter la situation chez nous, comment c'est dramatique. Et en vous écoutant, je me rends compte que la situation est très difficile ici, mais j'aimerais bien savoir si un jour nous aurons vraiment une porte de sortie pour les situations que nous avons. Merci. On réagira par la suite. On va peut-être faire tourner le micro s'il y a d'autres questions, remarques. Je vois devant, madame. Je ne sais pas s'il y en a là-haut. Bonjour, je suis Christelle Cerisier-Philippe, référente santé sur la communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie. Je représente l'Union départementale du Calvados. Sur notre communauté de communes, donc on a fait un diagnostic territorial de santé et on a développé, suite aux indicateurs qui nous mettaient en évidence des suicides, une consommation de psychotropes, des addictions, enfin, entre autres, pour bien sûr nous indiquer qu'on avait des morts prématurées suite à des cancers qui étaient bien sûr induits par toutes ces addictions. Et donc on a écrit un contrat local de santé qu'on a signé en octobre, et là on est en train de le mettre en place. Et bien sûr, la santé mentale est au cœur du sujet, avec une formation financée par l'ARS pour 16 personnes de la communauté de communes pour devenir formateurs en santé mentale, donc après démultiplier ces formations. Et effectivement, étant élue au social sur ma commune de Deauville, je fréquente toutes les réunions de la Maison des ados qui réunit tous les acteurs sociaux de la santé mentale chez les enfants. Et je suis vraiment très inquiète parce que je me rends compte que effectivement, depuis le rapport des 1000 premiers jours où on a mis en évidence l'inégalité épigénétique chez les enfants, et quand je vois ce nombre de jeunes qui souffrent, qui sont en souffrance avec effectivement l'éducation nationale qui ne sait pas quoi faire, les CCAS ne s'occupent pas des moins de 18 ans.
Et je vois qu'on arrive dans un nouveau paradigme où la réponse, et c'est un vertige comme vous le disiez tout à l'heure, la réponse, elle doit être systémique, et j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout armé sur le sujet, et pourtant c'est la pire des crises en santé mentale que je ressens. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et j'aurais souhaité, Monsieur Angard, que vous nous donniez quelques conseils pour organiser ces comités sur nos territoires. Merci. C'est vrai qu'on a peu parlé de la jeunesse. C'est vrai que le champ est tellement large. C'est vrai qu'il y avait une table ronde l'an dernier spécifiquement sur la jeunesse où la thématique de la santé mentale avait été très, très prégnante suite à la période Covid. Monsieur Angard, est-ce que vous voulez répondre à madame? Alors oui, je vais répondre et je voulais de toute façon intervenir. Il y a deux notions qu'il ne faut pas confondre. Il y a le Conseil local de santé mentale, qui est un organisme qui réunit l'ensemble des acteurs de la santé mentale et qui a des commissions, inclusion, déstigmatisation, qui peut avoir une commission jeune, par exemple, dans le cas que vous citiez, madame, et le contrat local de santé, qui est un contrat qui est signé par une collectivité avec l'ARS et souvent la caisse d'assurance maladie et un ou deux autres. Et là où il y a des moyens qui vont être dédiés pour mener des actions. Par exemple, sur Albi, nous avons mené une action sur les 1000 premiers jours de sensibilisation des personnels des crèches et de formation des parents sur les histoires de perturbateurs endocriniens. Ça a été financé, ça a été cofinancé par l'assurance maladie et l'ARS. Donc je pense qu'il faut bien faire attention à ça. Alors c'est sûr que les besoins sont immenses, ça c'est évident. Il faut prioriser. Après, les financements, c'est compliqué. C'est un peu la lutte contre les financements. Moi, je pense que lorsqu'on identifie une problématique bien spécifique, en l'occurrence les problèmes d'addiction, etc., ça vaut peut-être le coup dans le conseil local de réunir dans une commission les acteurs intéressés sur ce... Parce qu'il y a des ressources par rapport à la Mildeka, fait tout un tas d'appels à projets, on peut régler un certain nombre de choses, et puis de le transférer dans le conseil local de santé mentale pour avoir des financements. C'est peut-être ça la solution, mais je n'ai pas de solution miracle. Vous savez. Au niveau financement, si je ne dis pas de bêtises, on peut avoir un cofinancement de l'animateur, qui a un rôle important, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, du conseil local de santé mentale pour qu'ils vivent, que ça ne soit pas une structure qui se réunisse une fois par an. Bon, je suis un peu caricatural, mais c'est toujours le risque. Pour qu'ils vivent vraiment, le rôle de l'animateur est important, et là, ça peut être un cofinancement à 50% de l'ARS. C'est ça. Oui, alors de toute façon, un conseil local de santé mentale qui n'a pas un coordinateur, ça a du mal à marcher. Oui. Très honnêtement, ça a du mal à marcher. Donc, il faut un coordonnateur. Généralement, il est pris en charge 50% par l'agence régionale, 50% par la collectivité. C'est le cas général, c'est peut-être pas le cas partout. Nous militons. D'ailleurs, nous allons demander les 5 associations d'élus un rendez-vous au ministre de la Santé pour d'abord la généralisation des CLSM et le financement à 50% des postes de coordonnateurs. C'est vraiment indispensable. C'est vrai que cet appel, il est récent, il y a à peu près 4 mois. Est-ce qu'il y a déjà eu un certain nombre de villes qui ont été sensibilisées, qui tout bêtement préparent un contrat local de santé mentale suite à l'appel que vous avez lancé avec les 4 associations d'élus? C'est trop tôt là pour faire une évaluation. Ok. Ouais. Sur la question des financements, Joël Martineau, vous insistiez aussi sur les possibilités au niveau de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, parce que souvent sur ces questions, on est un peu perdu, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Je veux bien mutualiser. On a eu d'ailleurs une réunion
avec les cadres de l'UNCAS et la directrice des MDPH, ou la présidente des MDPH, qui est la présidente de la MDPH de Paris. Et d'ailleurs, on fera avec les CCAS qui sont intéressés une visio avec eux. Et je vous invite chacun à aller pousser la porte de votre MDPH. Ce n'est pas facile, elle ne s'ouvre pas facilement, mais il faut y aller. Passer par la porte, par la fenêtre, par la fissure. Vous demandez à rencontrer la directrice et à ce moment-là, on peut faciliter les choses. Nos travailleurs sociaux sont en très grande difficulté quand ils envoient des dossiers qu'ils n'ont jamais de retour. La MDPH, quand on les a rencontrés, a mieux expliqué sa situation et son rôle. Et je pense que quand les CCAS comprendront ça, et nous, on leur a expliqué les rôles des CCAS, et ça marche, ça peut marcher mieux. La MDPH, elle va instruire un dossier. Alors, ce qui est important, c'est que les acteurs, les agents des CCAS, et vous pouvez faire une rencontre avec votre UD et votre MDPH pour expliquer ce que fait chacun. La MDPH, elle va monter des dossiers d'allocation adulte handicapé, de reconnaissance de travailleurs handicapés, ce qui est fondamental. Et effectivement, vous le disiez, quand ils arrivent à la fin, à 6 mois de la fin de leur droit d'allocation, mais ils sont en panique parce qu'ils ont peur de perdre, enfin qu'il y ait une interruption. Et puis, l'accompagnement pour les prestations supplémentaires. Il faut absolument que vous les connaissiez. La MDPH dit qu'elle ne donne pas forcément le retour, mais il faut qu'un travailleur social puisse signaler une situation complexe ou urgente, parce que sinon c'est instruit en 6 mois. La RQTH, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, dans l'autre sens, il faut qu'eux vous connaissent. Donc, je n'ai vraiment qu'un conseil à vous donner, allez pousser leurs portes. Ensuite, pour les financements, je crois que je suis tentée de dire, allez chercher les financements que vous trouvez sur votre territoire. Bien sûr, le département, bien sûr, l'ARS, bien sûr, la CPAM, parce qu'elle va vous dire, on ne finance pas ça. Mais parfois, ils ont des fonds spécifiques qui peuvent financer une action. Et notamment, ils financent des actions souvent de formation. Et si vous avez des formations de vos professionnels sur une thématique santé, vous pouvez décrocher un petit financement. Je vous rappelle que l'UNCAS organise des formations décentralisées sur des sujets de votre choix et que vous pouvez mobiliser les fonds de chaque agent pour payer cette formation. Donc, le coût est beaucoup moindre. Et puis, vous pouvez aller voir des CARSAT, un GERCARCO, des caisses privées, des mutuelles privées. Je crois qu'il faut aller frapper à toutes les portes. Et c'est beaucoup de temps. Mais on peut y arriver. Bien sûr, avec un coordonnateur, c'est beaucoup plus facile. Moi, je voulais juste revenir très vite parce que le temps est très passé. Vite, hein, parce que là, on arrive à la fin. D'abord, les problématiques de santé mentale chez les ultramarins, j'ai vu moi-même, quand un CCAS est obligé de payer l'accompagnant pour faire une hospitalisation sous contrainte de l'île de Marie-Galante pour aller sur l'île principale, c'est inadmissible. Et vous racontez chacun des histoires dont on doit prendre en compte. Et donc, lors du prochain congrès des ultramarins, c'est un sujet, on aura un sujet sur cette thématique. Je voulais juste revenir sur les jeunes aussi. Bien sûr, ce n'est pas nos publics au départ, mais les jeunes vont mal et ils vont aller de plus en plus mal. Pour aller bien, il faut avoir des projets. Et nos jeunes, ils n'ont plus de projets. Quand ils regardent la télévision, qu'ils voient les catastrophes climatiques, la catastrophe économique, les guerres à nos portes, mais ils sont complètement perdus. Et on n'a qu'à voir tout simplement les jeunes autour de nous, qui vont peut-être mieux que les autres. Déjà, ils ne vont pas bien. Et donc, à ce moment-là, il est important de pouvoir faire des escales d'écoute. Moi, j'appelle l'escale parce que nous, on a fait un escale, mais il y a d'autres établissements où un jeune peut pousser la porte, peut téléphoner anonymement, peut pousser la porte pour dire « je ne vais pas très bien, je ne me sens pas bien ». Et ils peuvent avoir assistante sociale, psychologue et travailleurs sociaux pour les booster un peu. Et ils ont besoin d'écoute. Et comme vous dites, il faut du temps. Parce que si on leur dit on a 5 minutes pour t'écouter, c'est pas possible, c'est même pas la peine de les recevoir. Et la deuxième chose, effectivement, il y a plein de choses à régler. Je redis, les psychologues pour les jeunes, c'est déjà un point, mais c'est que 5 séances, me semble-t-il, peut-être 8 maintenant. Il faut que ça soit autant qu'il faut. Mais les infirmières dans les écoles, il y avait des infirmières dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. Après, on a mis une infirmière pour 10 lycées ou pour 5 collèges. Mais une infirmière dans l'école est indispensable. Et ça, il faut peut-être qu'on milite au niveau de l'UNCAS
pour redemander ça, et avec bien sûr tous les partenaires. Une infirmière, comme vous savez, dans les problèmes de santé mentale, de violence, il ressort que les personnes vont, pour plus de 50%, en parler en premier vers un professionnel de santé. Donc, il faut absolument. Et les infirmières, elles repèrent. Elles vont avoir l'instit qui va dire celui-là, il va pas bien. Les jeunes vont savoir et vont y aller. C'est pas vrai qu'un jeune se replie sur lui-même. Si on lui tend une main, eh ben, il ira parler à un moment donné. Donc, je crois qu'il faut peut-être déjà tout simplement rétablir les infirmières dans les établissements. Après, tout le reste, c'est à broder entre nous et il y a du travail. Un grand merci. C'est vrai qu'on a... J'aimerais bien juste dire un petit mot. Je ne vous vois pas. S'il y en a encore 30 secondes. Excusez-moi, j'ai cru que c'était dans la salle. Derrière oui, vous. Vraiment très rapide, parce que là, on a déjà dépassé un peu, je vous avoue. Oui, voilà. Non, c'était juste pour saluer Monsieur Gros-Désir, parce que je connais bien la situation, effectivement, dans les Outre-mer. Donc, tout mon soutien, en tout cas, en pensée. Et pour remonter un petit peu le moral des troupes, là, parce que le constat est un peu plombant. Moi, je pense que la solution, il y a plein de pistes qui ont été évoquées, mais je crois vraiment qu'il y a des pistes d'espoir du côté du lien social, comme le disait Marie-Jeanne Richard, du collectif porté par les collectivités, donc les mairies, les intercos, etc. Et je voulais juste dire qu'à un moment, une possibilité justement de se retrouver et de se mobiliser, c'est au moment des semaines d'information sur la santé mentale qui ont lieu en octobre, tous les ans en octobre, et cette année, c'est à tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit. Donc, c'est justement l'occasion partout en France d'organiser, vous voyez le nombre de partenaires, hein, donc l'Association des maires de France. L'UNCAS n'y est pas encore, mais pourrait faire partie du collectif parce que c'est l'occasion d'organiser en commun des actions à destination du grand public pour parler de la santé mentale, des ressources, trouver de l'entraide, trouver les portes d'entrée dans le dispositif, etc. Donc, je pense que c'est un moment de mobilisation qui peut être tout à fait pertinent pour faire du lien sur les territoires, dans chaque territoire. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Comme je vous disais, là, on a déjà un peu dépassé. Il va falloir qu'on s'arrête. C'est vrai qu'on aurait pu encore aborder beaucoup de sujets. Je redis le guide qui, a priori, sur la santé mentale, fait par le Psycom, également l'UNAFAM, l'AMF, Association des maires de France. Si jamais ils n'étaient pas là, ce qui serait pas bien, mais ou s'il n'y en a pas assez, je pense qu'il doit être en ligne, en accès libre sur le site du Psycom. On peut le commander, le télécharger sur le site de Psycom, oui. De mémoire aussi sur le site de l'AMF, l'UNAFAM aussi peut-être. Donc voilà, il y a aussi la version en ligne. C'est vrai que ce guide est très, très bien fait. Et pour ceux qui voudraient se doter qui auraient tout intérêt à se doter d'un conseil local de santé mentale, ne vous privez pas de ces outils. Tout est expliqué, oui. Un grand merci à vous 5 et à vous 4 à distance. On s'en est pas mal sorti, je trouve. Hein. Ce n'est pas la solution idéale, mais sans se lancer des fleurs, je trouve que on a trouvé une interactivité, disons, à notre façon. Donc, c'était bien. En tout cas, un grand merci à vous 5. Merci. Merci à vous toutes et tous. Et puis, bon congrès. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.